passer au deuxième volet sur l'environnement. Je vous l'ai dit, on vous l'a expliqué tout à l'heure, il y a 5 normes dans les sujets environnement, à commencer par le climat. Alors, une première question que je vais poser à Claire. En tant que... alors, Claire, je rappelle que comme Tegwen, vous êtes également investisseur. Donc, quels sont vos besoins côté investisseur en matière climatique, mais vous pouvez étendre également à d'autres thématiques si vous le souhaitez. Je pense que Tegwen a très bien résumé les besoins investisseurs en sens large, qui s'appliquent également à l'environnement. C'est-à-dire que d'un côté, il faut qu'on prenne des décisions de gestion. Donc pour ça, on a besoin de données. Et de l'autre, il faut qu'on reporte pour nos clients. Donc, d'un point de vue investisseur, si on va un peu plus dans le détail, dans ce qu'on demande, nous, aux entreprises, sur l'environnement, c'est vrai qu'on a beaucoup... on a eu un très fort focus sur les engagements des entreprises d'un point de vue net zéro. Là, je prends ma casquette Climate Action, et que ce soit sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, par rapport aux standards, ce qui est demandé sur l'extension à l'ensemble de la chaîne de valeur, sur l'exclure du scope 3, pareil, c'est extrêmement en ligne avec ce qu'on demande. Quelque chose qu'on a beaucoup apprécié également, ce sont les plans de décarbonation. C'est le focus qui a été fait sur les CAPEX. Parce que, encore une fois, c'est très bien de prendre des engagements, mais c'est encore mieux de savoir comment est-ce qu'on va réussir à les appliquer. À l'heure actuelle, on se rend compte que ce n'est pas encore au niveau de nos attentes très souvent. Donc, que pour 2025, maintenant, les entreprises puissent se préparer et sachent clairement que ce sont des demandes des investisseurs, mais aussi des ensembles de parties prenantes, et que ça va rentrer dans la régulation. C'est un point extrêmement positif. Encore une fois, vous aurez compris que ce dont ont besoin beaucoup les investisseurs, c'est des chiffres de qualité, des KPI, des data points. Peut-être que d'un point de vue plus général et sur le peut mieux faire, on a vu qu'il y avait beaucoup de disclosures sur des parties plus narratives des standards, qui sont très importantes pour savoir quelle est la politique des sociétés, mais qui parfois peut amener aussi à du greenwashing. Et c'est là qu'on attend aussi beaucoup du rôle des auditeurs sur le fait que cette donnée, non seulement elle va être publique, transparente, mais qu'elle va aussi être vérifiée. Merci Claire. Donc on comprend bien les demandes côté investisseurs et en premier lieu pour répondre à un certain nombre d'exigences auxquelles vous êtes soumis, notamment à travers la SFDR. Alors maintenant, je vais passer la parole à Victoria et Olivier sur l'ensemble du dispositif en matière des normes environnementales. Donc voilà, on va couvrir avec vous les 5 normes environnementales. Donc à savoir que les 5 normes, donc le climat, la pollution, l'eau, l'économie circulaire et la biodiversité, ce sont les normes que l'EFRAG a décidé de mettre dans le jeu de standards agnostique. Donc ce sont les normes qui doivent être regardées par toutes les entreprises, quels que soient les secteurs, et puis à savoir, à travers d'un filtre de matérialité, s'il y a des risques, ce que disait Anne, donc des fameux IRO, des impacts, des risques et des opportunités. Je redis ce qui a été dit par Dominique, et je trouve que c'est important. L'entreprise n'est pas dans l'obligation de faire, elle est dans l'obligation de dire. Donc si on prend l'exemple du climat, si l'entreprise n'a pas fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2, elle ne disclose pas ces informations. En revanche, il faut expliquer pourquoi ces objectifs n'étaient pas fixés et puis surtout quand ces objectifs seront fixés. Ensuite, on verra aussi qu'il y a beaucoup de références à la taxonomie. Si on prend l'exemple de la pollution, donc les termes qui vous parlent sans doute des enabling activities, des substances of concern. Donc il y a une liste des polluants qui vient de la taxonomie. Ensuite, il y a des normes qui sont basées sur les principes. Donc, si on prend la norme de la biodiversité, la norme sur l'économie circulaire, on est vraiment sur les principes. Pourquoi? Parce que le cadre est toujours en cours de construction, donc surtout la biodiversité. Et aussi, le point important, toutes les normes aujourd'hui visent les zone operations, donc les opérations propres de l'entreprise dans les métriques, ainsi que la chaîne amont et aval. S'il te plaît.
Donc, on va commencer. Olivier, quels sont les objectifs de cette norme ECRS E1 climat? Effectivement, le climat est la norme la plus développée. Donc, comme pour les autres normes, en fait, elle s'inspire du contexte réglementaire existant déjà au niveau européen. C'est-à-dire que sur le climat, même sur toutes les autres normes qu'on va voir, on a des références qui sont faites à l'existant en termes d'objectifs au niveau européen. Donc, notamment les accords de Paris, la stratégie à 2050 pour être neutre en carbone. Donc, c'est un objectif global. Et encore une fois, ce n'est pas à chaque entreprise d'avoir exactement ces objectifs, mais de décrire comment elle s'inscrit dans cet objectif global communautaire. Donc ensuite, la question qu'on nous pose souvent, est-ce que mon reporting sur le climat se limite uniquement à la norme ECRS E1? Et donc, la réponse est non. Le reporting climatique doit être fait en combinaison avec la norme cross-cutting. Je vous donne un exemple. Donc, il y a toute une partie, ce que les FRAG appellent donc IRO, l'identification des impacts et des risques et des opportunités, qui se fait au niveau des cross-cutting, qui ne se fait pas au niveau de la norme ECRS 1, mais qui se fait au niveau des cross-cutting. Ce qui veut dire que tout ce que vous allez discloser dans votre norme climatique ECRS 1, à savoir les politiques, les objectifs, les réductions des émissions, les action plans que l'entreprise a mis en place et les investissements pour atteindre les objectifs, ça porte sur les sujets matériels dont le processus est expliqué dans les normes cross-cutting. Un autre point aussi à garder en tête, c'est que des normes environnementales vont diverger de temps en temps sur certains éléments, notamment ce qui a été dit par Anne tout à l'heure sur les time horizons. Si on prend l'exemple des risques climatiques, donc des risques physiques ou des risques de transition, la norme cross-cutting vous dit, vous prenez 5 ans pour le risk assessment, alors qu'on sait aujourd'hui que le climat, surtout des risques climatiques, des risques physiques, on commence à voir les premiers résultats. Les modèles climatiques vous montrent les premiers résultats à 2030, à 2050. Donc, on n'est pas du tout dans le 5 ans, on est plutôt 2030-2050. Donc, et pour ça, les FRAG quand même clarifient que certaines normes environnementales vont diverger. Et donc, c'est à l'entreprise, dans le cadre de la norme ECRS 1, c'est à l'entreprise de définir ses propres time horizons. Slide suivant. Donc, quelles sont les métriques? Olivier, je te laisse nous présenter les métriques de l'UFRAG. Alors, effectivement, elles sont donc au nombre... là, on les a détaillées en plusieurs slides. Donc, au total, il y a 17 DR. Politique and target, donc là classiquement on va retrouver un certain nombre de choses sur tout ce qui est politique, engagement de l'entreprise, quels sont les objectifs peut-être même à long terme, 2030-2050. Et puis on va retrouver un certain nombre d'informations qui effectivement proviennent des demandes du règlement disclosure, de tout ce qui est PAI, notamment des intensités, les consommations d'énergie par revenu, du mix de consommation d'énergétique qui se rattache évidemment aux gaz à effet de serre. Alors, on avait les objectifs, on a également donc toute une série d'informations assez détaillées, on va y revenir après, sur les émissions, en détaillant donc les fameux scope 1, scope 2, scope 3, le total des émissions, les intensités carbone, les quantités de carbone qu'on va retirer de l'atmosphère et tout ce qui est relatif au crédit carbone qu'on peut acheter. Et puis, d'une façon optionnelle, les aspects impact évité à travers les ventes de produits ou de services. Je te repasse la parole. Merci Olivier. Donc, on passe maintenant aux métriques avec des éléments financiers. Donc, encore une fois, ce sont des métriques qui ne sont pas tout à fait nouvelles pour les entreprises. On voit que certaines de ces informations sont déjà publiées dans le cadre des rapports climatiques ou dans le cadre des questionnaires CDP. Juste pour donner un exemple, les FRAG nous demandent de discloser la part des revenus des entreprises qui est exposée au risque physique ou au risque climatique. On a aussi un indicateur donc, de pourcentage des actifs, des assets, le pourcentage, mais aussi une unité monétaire en fait, qui sont exposés au risque physique. Donc voilà, encore une fois, les FRAG n'inventent pas de nouvelles choses. Les FRAG essaient de s'aligner avec les initiatives existantes, à savoir l'ASSB
a introduit la même notion des effets financiers sans être très prescriptif dans ce qu'il faut discloser. Donc l'EFRAG a quand même donné des exemples. Ce ne sont pas des exemples, ce sont des métriques qu'il faut discloser. Et puis, c'est ce qui favorisera la comparabilité. Donc, si je comprends bien, c'est une information qui est très utile pour les investisseurs. Merci. Donc, on va regarder maintenant avec vous quels sont les 3 piliers de reporting sur la norme ESRS E1. On est sur les 3 piliers. Ce qui est important à savoir, c'est que vous allez retrouver la même structure, donc les mêmes 3 piliers sur toutes les normes environnementales, à savoir tout ce que vous allez publier dans la colonne 2 et dans la colonne 3 se porte sur des sujets matériels. Donc, si on prend l'exemple du plan de transition, encore une fois, l'entreprise n'est pas dans l'obligation d'avoir ce plan de transition. On publie les informations si on en a. Ensuite, on va dans la colonne numéro 2 et on va discloser donc les politiques, les policies, les targets, les objectifs de réduction des émissions. Et puis, quelles sont les actions qu'on va mettre en place avec les investissements pour atteindre nos objectifs. Et puis, ce qui est très bien fait par les FRAG, c'est qu'on a la colonne 3, donc le pilier 3, avec que des informations quantitatives. Les FRAG a surtout cherché la comparabilité, parce que finalement, on va avoir plus de facilité à comparer les entreprises entre elles, les secteurs aussi entre eux. Et puis, ce qui est pas nouveau, vous allez voir qu'il y a tout un tas de métriques qu'on retrouve déjà dans le DPF. Donc, c'est pas, il y a quelques métriques, on va voir ça plus tard, quelques métriques qui sont pas présentes aujourd'hui dans le DPF. Juste un petit focus sur la taxonomie. L'EFRAG, dans toutes les normes environnementales, fait un bloc spécial pour les disclosures liés à la taxonomie. C'est-à-dire qu'il y a une référence incluse dans la norme ESRS 1, mais en revanche, ce qu'il faut regarder en tête, c'est que l'EFRAG ne prescrit pas ce qu'il faut discloser en termes de taxonomie. C'est bien l'article 8 de l'acte délégué qui nous informe ce qu'il faut discloser. Olivier, je te laisse la parole pour nous parler donc quelle est la maturité actuelle aujourd'hui en France sur le reporting de durabilité, sur le reporting climatique. Donc là, on a repris les 17 disclosure requirements qu'on a un peu colorés selon ce qui nous semblait être des disclosure requirements qui étaient déjà plus ou moins bien parcourus et d'autres beaucoup moins. Donc en vert, les informations qui sont en général reportées par les entreprises concernent les consommations d'énergie, les émissions de CO2, scope 1 et 2, qui concerne au moins 80% des entreprises d'après un benchmark récent qu'on a fait. À l'extrême inverse, ce qui peut concerner notamment les politiques liées à l'adaptation au changement climatique ou les aspects financiers du changement climatique, quel est l'impact finalement quantitatif en termes financiers, ça c'est très peu couvert, donc c'est vraiment un territoire nouveau qu'a souhaité intégrer l'EFRAG. Puis entre les deux, il y a des zones un peu couvertes partiellement, par exemple les émissions de scope 3 ou certaines émissions en intensité, peuvent être déjà qualifiés par certaines entreprises, mais constituent là aussi des champs nouveaux. Et donc, on voit que globalement, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles sur le climat qui devront être fournies par les entreprises. Merci Olivier. Donc, maintenant, on va passer à quelques exemples d'illustration. Donc, je te laisse commencer. On n'a pas pu malheureusement couvrir toutes les exigences de reporting. On va commencer donc par le DR3, les objectifs de réduction des émissions. Olivier, je te laisse nous parler de ça. D'accord. Je pense qu'on peut passer à la slide suivante. Donc, il y a encore celle d'après. Voilà. Donc, alors, en termes d'exigence de la norme concernant les objectifs que se fixe une entreprise, quand on parle de changement climatique, on a plusieurs concepts. On a les émissions qui sont générées, donc ça, on distingue ça d'une façon à part, et on distingue séparément maintenant ce qui peut concerner l'absorption de carbone ou les plans liés à la compensation climatique. Donc au total, l'entreprise devra, dans un premier niveau, fournir tous ces objectifs climat, mais après rentrer dans le détail pour bien segmenter ce qui est de l'ordre des réductions d'émissions, que ce soit scope 1, scope 2, scope 3, en distinguant si ce sont ses efforts propres ou les efforts de ses parties prenantes dans la chaîne de valeur, et après d'indiquer
dans une rubrique spéciale donc, ces objectifs de type net zéro. Donc en combinant à la fois des réductions et des absorptions de CO2, que ce soit d'une façon naturelle par la reforestation ou par des techniques plus technologiques de type capture et stockage de carbone industriel. Et donc et de mettre bien à part encore dans une troisième rubrique ce qui concerne l'achat de crédits carbone. Donc tout ça, c'est dans une optique de transparence et d'avoir plus de comparabilité. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un template qui est proposé par les FRAC, qui n'est pas obligatoire, donc c'est un May template, mais en revanche, on voulait quand même vous montrer l'importance des leviers de décarbonation dans les objectifs de réduction des émissions. Donc, en fait, il faut imaginer des entreprises aujourd'hui qui vont publier des objectifs des réductions des émissions sans expliquer comment ils vont le faire, donc par quel levier de décarbonation et surtout quelle est la participation de chaque levier, quelle est la contribution de chaque levier de décarbonation dans les réductions des émissions. Donc, ce qui est proposé par les FRAG, et c'est quand même très clair, je trouve, ce schéma, c'est qu'on part des émissions actuelles, donc votre inventaire des émissions, ce que vous voyez à gauche. Ensuite, on rajoute les émissions qui sont prévues dans le cadre de la croissance de vos activités. Et ensuite, ce que vous voyez des petits blocs en vert et en orange, ce sont vos leviers de décarbonation, donc qui descendent. Et l'objectif, ce sont des leviers de décarbonation, soit sur votre propre chaîne de valeur, soit sur la partie amont et aval. Mais ce qui est très important, c'est de ne pas s'engager. On ne peut pas s'engager sur 1,5, ce qui a été dit par Olivier. Il y aura toujours des secteurs, des entreprises qui seront très intenses en carbone. En revanche, ce qui est important pour les FRAC, c'est de montrer où l'entreprise se situe par rapport à 1,5. Donc, les FRAG a vraiment cherché cette transparence, ce qui facilite la comparabilité et évite tout type de greenwashing. Voilà, ça c'est une autre option. Ce qui est très bien dans la norme ECRS 1, c'est que les FRAG proposent beaucoup d'options pour le template. Pour les templates qui sont, encore une fois, qui ne sont pas obligatoires. Donc ça, c'est une autre option pour présenter vos leviers de décarbonation. Donc ce que vous voyez à gauche, ce sont des exemples des potentiels leviers de décarbonation. Ce que vous voyez à droite, voilà, ce sont les années de référence. Donc à savoir que les FRAG demandent 2 années de référence, donc 2030, 2050. Donc ce sont les objectifs de Green Deal. Et de présenter donc quelle est la participation de chaque levier de décarbonation que l'entreprise va voir. Voilà. Maintenant, on passe donc au disclosure requirements sur les émissions. Donc, Olivier, je te passe la parole. Alors, en termes d'émissions, donc effectivement, il faut distinguer les scope 1, scope 2, scope 3. Et à chaque fois, donc pour le scope 1, donc la quantité totale en équivalent CO2, et également pour les entreprises qui sont concernées, notamment la part qui est concernée par la directive quota ou d'autres directives éventuellement qui existent dans d'autres pays du monde. Pour le scope 2, une petite particularité qui est introduite par les FRAC et qui n'est pas très courante actuellement, c'est de distinguer donc 2 modes de calcul du scope 2, le location based du market based. Donc en fonction de la façon dont on compte, est-ce qu'on prend la donnée moyenne géographique du pays, de chaque pays où on consomme l'électricité, ou est-ce qu'on demande le facteur d'émission de son fournisseur principal d'électricité. Donc les FRAC demandent les deux, de publier les deux. Et pour le scope 3, en s'appuyant soit sur le GHG protocole, soit sur les normes ISO concernant le changement climatique, de définir donc 5 catégories de reporting qui concernent à la fois donc l'upstream, le downstream, les aspects logistiques, les aspects déplacement des salariés de l'entreprise et les aspects investissements financiers, donc pour les entreprises qui auraient donc, des actifs sous gestion, par exemple. Voilà. Et donc là, pour le coup, on est sur un CHAL, un template qui est donné, mais qui est donc obligatoire à suivre, en distinguant donc verticalement les 3 scopes, 1, 2, 3, en indiquant les différentes sous-chapitres que je viens d'indiquer, en faisant le total général, et tout ceci pour donc différents horizons. Un côté rétrospectif en bleu, l'année de départ, le comparatif donc avec quelques années, et puis l'année en cours et la variation par rapport à l'année passée.
Pour ce qui concerne le futur, donc là, on a également 2 horizons donc, qui sont imposés, donc 2025-2030, 2050 est optionnel, et donc aussi de suivre combien est-ce que ça veut dire de réduction annuelle par rapport à l'année de baseline de départ. Alors, point particulier sur le scope 3. Donc le scope 3, qui peut représenter une grosse partie des émissions, mais peut-être pour certaines entreprises, en représente beaucoup moins, donc est soumis à ce que Anne tout à l'heure présentait comme étant l'analyse de matérialité. Donc, à savoir qu'on n'a pas forcément besoin de renseigner tout son scope 3 si lui-même n'est pas matériel. Donc l'approche qui est proposée est nouvelle, là aussi, je pense, par rapport à pas mal d'entreprises. C'est-à-dire que là, on a un pas de 3 ans. D'abord, pour identifier, d'un point de vue méthodologique, quelles sont les rubriques pertinentes en utilisant les 15 catégories du GHG protocole, pour identifier, donc, parmi toutes les émissions du scope 3, quelles sont celles qui sont les plus matérielles. Pour les émissions donc, identifiées comme matérielles, là, il faut qu'on fasse le calcul et qu'on le répercute dans les 5 catégories dont j'ai parlé, qui balayent les 15 catégories du GHG protocole. Et finalement, on ne rendra compte chaque année, en publiant les informations, que sur les informations significatives de ce scope 3. Et en indiquant aussi des informations relatives à la façon de calculer, quelles sont les données qui proviennent directement de données terrain, de données primaires, quelles sont les limites qu'on a utilisées, quelles sont les frontières du système, et éventuellement quelles sont les catégories du scope 3 qu'on aurait laissées de côté. Merci Olivier. Donc on va maintenant passer au dernier exemple, les effets financiers potentiels futurs. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même expliquer donc cette différence entre le reporting, donc le raisonnement, un reporting financier et un reporting de durabilité. Donc le reporting financier est basé sur des risques, sur des risques nets, donc sur des risques résiduels. Or, le raisonnement en durabilité est différent. On va raisonner un risque brut et on va montrer à travers de nos plans d'action, de nos investissements, comment on maîtrise ces risques bruts. Donc si on prend un exemple concret, on part des événements futurs probables, comme la taxe carbone. Et puis, on va aller voir quels sont les produits, quelles sont les activités, surtout les produits qui sont très intenses en carbone. Et puis, on va prendre ces effets financiers futurs potentiels. Et puis, on va devoir investir dans les activités, on va investir dans les technologies pour décarboner nos produits. Ce qui fait que quand on a ces effets financiers potentiels, moins les activités de mitigation, les activités de maîtrise, on arrive à notre résilience. Et donc, c'est ça qui est important. Et c'est ça ce qui est regardé aussi pour les investisseurs, c'est comment on arrive à cette résilience et d'où cette différence qu'on voulait vous expliquer. Donc, c'est important d'avoir cette logique en tête. Et donc, quand on passe maintenant aux exigences de reporting sur les effets financiers futurs, donc les FRAG, contrairement à l'ASSB et la FCC, demandent aux entreprises d'utiliser 2 scénarios. Donc, sur les risques physiques, les FRAG demandent d'utiliser le scénario de Highest Emission Scenario, ce qui veut dire que tout va mal, on continue à mettre des CO2, et puis on arrive d'ici 2100 à l'augmentation de la température moyenne aux alentours de 3 degrés. Voilà, 3 degrés. Et donc, ce qu'il faut faire, ce que les entreprises vont devoir faire, c'est d'aller regarder quels seront les impacts sur mes infrastructures, si on part des risques physiques, et puis d'évaluer les effets financiers futurs. Ensuite, pour le deuxième scénario, donc pour les risques de transition, les FRAG demandent de s'aligner aux accords de Paris et d'utiliser le scénario de 1,5 pour des risques de transition. Donc ça, c'est le monde parfait. On arrête de mettre des CO2. Et puis, il y a quand même toute une législation, tout le cadre qui va venir. Et donc, quels seraient nos impacts? Donc, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure sur la taxe carbone. Et donc, une fois on s'est projeté dans le futur, il faut présenter les indicateurs quantitatifs. On vous a mis quelques... Ce ne sont pas des exemples, c'est ce que des entreprises vont devoir discloser ou bien expliquer pourquoi ils n'ont pas.
Donc, les actifs, le pourcentage des actifs qui est exposé au risque physique, un pourcentage et un valeur monétaire. La part de chiffre d'affaires qui est exposée au risque physique. On a aussi des liabilities, et donc ça, les FRAG nous a clarifié qu'il s'agit des taxes carbone futures, donc de toutes les pertes que l'entreprise va avoir. Donc voilà, ce sont des informations très quantitatives. On passe au slide suivant. Alors, sur la partie suivante, qui est consacrée aux différences SEC, SSB et FRAG, alors vous avez un certain nombre de slides, on ne va pas les présenter parce qu'on a pris un petit peu de retard, mais vous les avez sur les slides qui vous seront partagés. Donc je vous propose que l'on passe tout de suite sur la partie conclusion de cette session. Victoria, si tu veux bien. Donc voilà, quelles sont les idées à garder en tête? Donc aujourd'hui, on est sur 17 disclosure requirements, à savoir que la norme climatique, c'est la norme qui contient plus de disclosure requirements, donc vraiment beaucoup de choses à discloser. On a essayé de faire un calcul, donc on a plus de centaines de data points à discloser. Il y a des templates pour faciliter la comparabilité, des templates obligatoires et non obligatoires. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles informations, donc on voit que les FRAG s'alignent avec la TCFD, avec la taxonomie, la SFDR. Donc il y a toute une liste des indicateurs SFDR à publier. Et ensuite, une référence à la taxonomie. Et donc, ce qu'aujourd'hui les entreprises doivent faire, c'est surtout de s'organiser en interne pour pouvoir collecter des informations et puis les préparer pour les années à venir. Alors, Taïwan, je vais me permettre de vous reposer une autre question sur ces enjeux de climat. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises maintenant pour anticiper l'application des futures normes? Alors la question est particulièrement adéquate aujourd'hui puisque la CSRD a été finalisée, donc on sait qu'il y aura quelque chose, voilà, qui sera publié par les FRAG. Quoi exactement, je ne sais pas, mais on peut s'attendre à ce que ça soit un peu dans la direction de ce qu'on vient d'évoquer. Et quelles sont les difficultés que vous anticipez dans leur mise en œuvre? Puisque vous êtes, peut-être qu'il faut préciser, vous êtes exprimé en tant qu'investisseur, mais vous êtes aussi préparateur de compte, en fait. Vous êtes des deux côtés. Ça, puni des deux côtés. Ouais. Peut-être juste avant de répondre aux questions, je voulais juste, il a été mentionné plusieurs fois que ce sont des normes de reporting et que ce n'était pas ce qu'il fallait que les entreprises fassent. Il n'en reste pas moins qu'évidemment des entreprises qui viendraient nous dire que sur le climat, elles font pas grand-chose parce qu'elles ne sont pas concernées. Je pense qu'on se permettra de venir gentiment challenger, et notamment sur l'alignement 1,5 degré. Après, qu'est-ce que peuvent faire les entreprises aujourd'hui en dehors de passer des heures au carré pour bien comprendre ce qui est demandé? Je pense qu'on est, et c'était mentionné juste avant, principalement dans l'anticipation, et l'anticipation de ressources. Parce qu'il va falloir aller évidemment mesurer, collecter, mais aussi préparer les reports, les faire auditer, se préparer à répondre aux questions de tous les stakeholders, dont évidemment les investisseurs que je mentionnais juste avant. Je pense que le marché de l'emploi RSE va être au beau fixe pour quelques années, et je pense même que du coup il va y avoir une certaine pénurie de talent sur le sujet et que les entreprises feraient bien d'intégrer ça d'un point de vue RH dans leur réflexion. Je pense qu'on va manquer d'experts climatiques, d'experts sociaux, etc. Après, honnêtement, en faire beaucoup plus à l'instant T, alors qu'on ne connaît pas totalement les règles du jeu, on les aura plutôt en fin d'année suite à l'intégration de tous les retours qu'on va avoir sur les normes, moins sur les projets de normes, me paraît un petit peu complexe. Après, les difficultés, par contre, c'est sûr que je pense que maintenant, tout le monde autour de la table en voit pas mal, pour les entreprises, mais aussi pour leurs stakeholders. Alors, quelques-uns que je m'étais listés, évidemment, l'élément le plus cité, c'est la quantité. C'est celui qui revient le plus souvent, mais il y a aussi ces notions de matérialité et rebutable presumption qui vont probablement pouvoir alléger un petit peu le poids de ces demandes, et aussi le côté de phasing. On va peut-être pouvoir quand même reporter un certain nombre de sujets à plus tard. La granularité, évidemment, ça a été, je pense que ça ressort bien de ce que vous présentez. Derrière les indicateurs, il faut bien voir que ça ne va pas être un chiffre.
On va nous demander les méthodologies, les hypothèses, les limites. Donc ça fait quand même beaucoup de pages, probablement à venir, à voir où on va écrire tout ça. Ce qui est nouveau, et c'était ce qu'on discutait juste précédemment, c'est la transposition financière d'un certain nombre de sujets. Alors je pense que, d'ailleurs là-dessus, mais sur tous les sujets globalement, il va falloir vraiment distinguer entre les entreprises qui aujourd'hui font déjà pas mal de choses, parce qu'elles étaient soumises à un certain nombre de règles, et je pense qu'en France, on est quand même plutôt bien placé, donc la marche va être plus faible. Il y a d'autres endroits où ça risque d'être une très grosse marche, et je pense que même si Patrick tout à l'heure l'a nié, on est quand même beaucoup plus proche du tsunami. Donc ça va être effectivement compliqué, d'autant plus que les guidelines sont pas si précises que ça quand on arrive sur les sujets financiers en particulier. Il faut voir aussi que c'est pas juste du reporting. Encore une fois, c'est pas juste des datas. C'est derrière des plans d'action qui sont demandés, c'est des stratégies, c'est tout un tas de choses qui rendent tous ces sujets évidemment stratégiques pour l'entreprise. Avec des difficultés sur un certain nombre de sujets. On ne les a pas couverts en détail, mais sur les notions par exemple de biodiversité, de gestion des ressources, on est honnêtement sur des notions qui sont très mal couvertes, parce qu'il y a peu de cadres, voire pas de cadres, et évidemment ça va être un petit peu compliqué pour les entreprises de se prononcer là-dessus, et j'imagine côté audit, tout aussi sympathique. La notion de matérialité est pour moi aussi un enjeu. Elle est toujours, malgré tous les efforts que vous avez mis, je pense qu'on a tous encore beaucoup dans l'explication, on a tous beaucoup encore de doutes sur le mode de fonctionnement exact, et j'espère vraiment que côté EFRAG, on va réussir à préciser bien les choses. Et enfin, le dernier point, Patrick là a été à la fois ambitieux mais aussi clair sur le niveau qu'on placera. On va évidemment chercher le meilleur alignement possible. Il n'en reste pas moins qu'il y a des différences de fond, et il va évidemment rester du frottement par rapport aux autres normes, ce qui évidemment en termes de prépareur va compliquer probablement un petit peu les choses. Merci beaucoup Taïwan. Alors tout à l'heure, quand Victoria a parlé ou Olivier ont parlé du 1,5 degré, je vous ai vu l'un et l'autre sourire. Est-ce que vous voulez en profiter pour réagir sur ce point ? Oui, parce que c'est vrai que là-dessus, on a un point de vue assez différent d'un point de vue investisseur, puisque quand on demande ce qu'on demande, enfin les engagements que nous, on a pris en tant qu'investisseur, c'est quand on prend cet engagement en tant qu'investisseur d'être net zéro, on demande aux entreprises dans lesquelles on a investi, in fine, d'être net zéro. On est nous-mêmes en train d'afficher des objectifs à 2025, 2035 sur un pourcentage de sociétés qu'on aura dans les portefeuilles qui seront alignés. Les standards sont en train de sortir. Je crois qu'il y a une soixantaine de trilliards de dollars de sociétés qui ont pris ce type d'engagement. Donc, c'est les 2/3 de la cote mondiale, des investisseurs mondiaux. Mais pour faire ça, en fait, in fine, ça veut dire que derrière, les sociétés doivent être alignées. Et doivent être alignées avec sur un scénario 1,5 degré. Donc, oui, à l'heure actuelle, la façon dont on fait du ciment n'est pas 1,5 degré. Mais nous, ce qu'on demande, c'est que ça le soit. Donc, qu'il y ait une transition forte de la part des sociétés, de leur business model, de leur stratégie pour y arriver. Là, on est hors reporting, on est dans le cadre du dialogue entre les investisseurs et les sociétés. Mais ce qu'on demande, c'est bien avoir cette transformation au sein de chaque société. Donc, pour nous, oui, les sociétés dans lesquelles nous investissons devront être alignées 1,5 degré. On redémarre avec la pollution. On va être un petit peu plus rapide en faisant quelques coupes, mais encore une fois, vous aurez tous les supports avec le détail lorsque vous souhaiterez le consulter. Alors, on va peut-être regarder en matière de pollution quels sont les objectifs qui sont assignés par l'Europe. Oui, donc comme pour le climat, les entreprises vont devoir s'aligner avec des objectifs donc on est toujours dans le Green Deal, les objectifs 2030-2050. Et juste pour vous donner quelques exemples, donc d'ici 2030, réduire de 50% des déchets plastiques en mer et de 30% des microplastiques rejetés dans l'environnement. Donc à savoir que l'EFRAG demande de présenter des métriques sur les microplastiques.
Donc, sur un sujet qui est quand même assez nouveau, assez nouveau aujourd'hui. Olivier, je te passe la parole pour nous illustrer quelques métriques quantitatifs. Oui. Alors, effectivement, on a des métriques qui sont liées à la pollution directement, à travers des listes assez précises qu'on a listées sur la page d'après, qui sont donc relatives à des directives, émissions de substances polluantes. Donc, on a toute une série de listes qui sont fournies par l'EFRAG sur quels sont les polluants auxquels il faut qu'on s'intéresse en émissions dans l'air, dans l'eau, dans les sols. Il y a également des références aux substances les plus préoccupantes. Donc, et donc pour cela, il faudrait donner à la fois donc, les quantités, mais également le pourcentage du chiffre d'affaires qui est concerné par ces substances-là. Puis bien sûr, il y a les aspects liés avec la taxonomie et les incidences également qu'on a pu avoir en termes financiers du fait des incidents qu'on pourrait avoir en lien avec ces polluants. Voilà, quelques exemples. Alors, donc, si on fait un focus sur les émissions, donc ce qui est demandé, ce sont donc les quantités annuelles émises, que ce soit donc dans l'air, dans l'eau ou dans les sols. Des ratios également, donc des quantités par quantité de production effectuée chaque année. Et puis donner voilà, donc les objectifs et également s'il y a lieu des pollutions, donc aussi les quantités de surface affectées par ces pollutions. Alors il y a la notion comme ce sont des informations locales, à noter également voilà, si ces émissions ont lieu dans des sites qui sont potentiellement proches d'habitations ou des sites plutôt isolés. Donc il y a cette notion géographique qu'on retrouve dans d'autres normes qui sont également souhaitables. Voilà, donc ça c'est un aperçu très synthétique de la partie pollution. On va regarder ce qui est attendu concernant l'eau. Donc norme 3 en matière environnementale, Olivier. Alors là aussi, il y a un corpus donc, réglementaire assez important qui est cité, donc, sur lequel l'EFRAG s'appuie, qui est à la fois des directives européennes, donc à la fois quand on parle d'eau, c'est les eaux qu'on a en surface, mais également donc, tout ce qui est territoire marin. Et l'EFRAG s'est également appuyé sur les objectifs du développement durable, notamment ceux relatifs à l'accès à l'eau de qualité, à l'assainissement et à la vie marine. Voilà, donc ça c'est le point de départ de l'Europe, enfin de l'EFRAG, pour fixer le contenu de la norme. Alors si on en vient à quelques exemples de métriques sur donc, cette norme-là, donc là aussi on a des métriques qui sont relatifs au rejet de différentes substances, donc, mais également à la consommation d'eau, donc en distinguant les prélèvements, la consommation et les rejets d'eau en mètres cubes, et là aussi en ayant soin de distinguer les endroits où il y a peut-être un stress hydrique plus important. Donc, il ne suffit pas simplement de donner les mètres cubes totaux qu'on aura consommés, par exemple, mais d'indiquer si ceux-ci ont été prélevés dans des endroits où l'eau est plus rare qu'ailleurs. Après, indiquer toutes les actions effectivement de réduction, de recyclage. Alors, quand on parle dans cette métrique eau et eau marine, il y a également toutes les incidences sur le milieu marin. Donc, notamment les prélèvements qu'on peut faire en termes de gravier, de minéraux divers et variés qu'on pourrait prélever du milieu marin sont indiqués, et également, éventuellement, donc si on est concerné par les activités agricoles ou pêche, combien est-ce qu'on prélève de poissons, par exemple. Et également, donc, en lien avec ces incidences sur le milieu marin, tout ce qui peut concerner donc, les rejets de plastique ou les efforts qu'on peut faire en termes de recyclage de plastique pour éviter que ceux-ci se retrouvent dans la mer sont également à citer, éventuellement sous forme de renvoi à d'autres métriques, mais peuvent effectivement avoir un intérêt à être rappelés au sein de l'espace qu'on aura consacré à cette norme-là. Il y a également donc, la taxonomie voilà, qui trouve sa place. Alors, quand on parle d'objectifs sur cette norme-là, donc il y a des objectifs qui sont simplement, effectivement, on veut réduire la quantité d'eau prélevée, la quantité d'eau consommée,
Mais il y a d'autres objectifs qui sont possibles, qui sont cités, qui peuvent concerner d'autres normes. Donc on a, par exemple, peut-être on travaille sur des sujets qui ont une incidence sur le recyclage des plastiques ou autres. Donc là, on doit faire le lien avec les normes relatives à l'économie circulaire, par exemple. Si on est sur des sujets qui permettent de réduire la quantité d'énergie relative à la consommation d'eau, effectivement, on est invité à faire des liens avec la norme sur le changement climatique, etc. Donc il y a cette notion d'indiquer effectivement en quoi l'action peut avoir des impacts sur différentes normes qui est souhaitable d'indiquer. Alors, au total, donc, sur la norme concernant l'eau et le milieu marin, c'est un sujet assez transversal, donc, qui fait le pont. Enfin, dans la norme, on est invité à faire des liens avec d'autres types de thématiques environnementales. On rappelle effectivement, comme dans d'autres normes, qu'il y a certains indicateurs qui proviennent du règlement Disclosure. Donc, on est également invité à fournir donc des indications sur la taxonomie quand elle sera en place pour l'eau. Aussi indiquer effectivement, à rappeler toujours qu'on garde en tête l'aspect matrice de matérialité. Voilà. Et par contre, pour ce qui concerne l'impact quantitatif, là, il n'y a pas tellement encore à date de méthodologies qui sont indiquées. Alors, on va maintenant passer, on passe vraiment rapidement, mais sur la partie biodiversité, on va également regarder quels sont les disclosure requirements qui sont attendus. Oui, merci Olivier. Donc, juste pour rappeler que dans les 5 normes de l'EFRAG, donc la norme biodiversité est basée sur les principes. Donc, vous n'allez pas avoir une liste des métriques détaillées, on va avoir des exemples, mais l'EFRAG voulait quand même donner la liberté aux entreprises d'identifier leurs propres KPI. Donc, si on passe juste aux métriques, donc vous allez voir qu'il y a des exemples, notamment on prend déjà il y a cette notion, donc on prend le Disclosure Requirement 1, donc cette notion de net gain, net loss, qui aujourd'hui n'est pas définie. Donc, il n'y a pas de KPI qui sont acceptés d'une façon universelle. Et surtout, ce sont des KPI souvent de moyens et pas de résultats. Donc voilà, il n'y a pas encore d'approche, pas de méthode qui existe. Donc, en revanche, l'EFRAG fait quand même les efforts et en fait propose des KPI et des illustrations, beaucoup d'exemples aussi. Donc notamment si on prend le Disclosure Requirement 5, on voit la superficie des forêts, des terres qui sont converties à monoculture. Et donc ensuite on a aussi des Disclosure Requirements sur les effets financiers. Voilà. En revanche, l'EFRAG, si on compare avec le climat, l'EFRAG ne donne pas beaucoup d'application guidelines de ce que ça peut être les effets financiers liés à la biodiversité. Donc, ce serait vraiment à l'entreprise d'aller d'identifier quelles sont les métriques potentielles. Peut-être juste un petit focus en fait sur le choix de l'EFRAG de faire cette norme purement principielle, parce que il y a des méthodes aujourd'hui qui émergent à travers du groupe TNFD, mais aujourd'hui c'est pas encore concrétisé. Donc l'EFRAG vraiment voulait rester sur le principe, mais en revanche l'EFRAG propose beaucoup de bases de données, d'application guidelines pour accompagner les entreprises dans leur communication sur ces sujets-là, qui peuvent tout à fait être pertinents. Et donc, la dernière en matière environnementale, les ressources et l'économie circulaire. Du coup, je te laisse faire des exemples. Alors, donc, en matière de ressources, donc, on va chercher là aussi à quantifier combien est-ce qu'on consomme et combien est-ce qu'on rejette. Donc là, on s'intéresse donc à des flux, des quantités de matière qu'on doit exprimer à la fois en tonnage, des quantités donc de matière consommée, et également des ratios, et également après en termes de sortie, on va dire combien est-ce que des matières qu'on aura rendues à un tiers, on aura pu les rendre recyclables ou réparables, ou au total est-ce qu'on est générateur net de déchets. Donc on explore un peu les deux côtés de l'économie circulaire. Voilà, donc on aura
besoin d'indiquer les quantités de déchets par nature, est-ce que ce sont des déchets dangereux ou pas, et également par destination. Donc à chaque fois, donc en ayant vraiment ces deux regards qui se croisent en termes de nature et de destination de déchets. Et puis d'indiquer toutes les actions qu'on aura menées pour optimiser les ressources, tant en termes de consommation de matière recyclée qu'en termes de production de matière à recycler. Et puis il y a cette notion de défi financier qui revient à chaque fois, que vous retrouvez dans chacune des normes, dont d'ailleurs on pourrait discuter, puisque c'est toujours un point de difficulté, c'est comment est-ce qu'on apprécie les effets financiers relatifs à chacune des thématiques. Ça peut être extrêmement large, ça peut être extrêmement étroit. Comment fait-on pour les apprécier, notamment quand on parle des ressources? Le sujet des ressources peut être extrêmement large. Est-ce que c'est l'augmentation du coût des ressources, ou est-ce que c'est juste, ou est-ce que ça va même plus loin jusqu'à un changement de business model, parce qu'on arrive à un stade qui fait qu'il faut changer de type de produit ou de type de business model. Donc les effets financiers peuvent devenir complexes à apprécier. Je crois qu'on a fait le tour sur la partie environnement. Ça a été un petit peu rapide sur la fin. Alors, question quiz, si vous avez toujours votre application, et vous aurez la même question posée sur chacune des thématiques qui suivront. Que pensez-vous des normes environnement, architecture et puis les disclosure requirements? Est-ce que vous pensez qu'elles sont pertinentes, enfin tout à fait pertinentes, partiellement pertinentes ou pas du tout pertinentes?